et bienvenue dans Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créée et animée par André Loez. Comme chaque année, je vous propose de retrouver une sélection des coups de cœur de l'année 2025, parmi les livres qui nous ont plu, à moi, aux invités du podcast. Vous retrouvez toutes les références en ligne sur parolehistoire.fr. Je vous souhaite à vous, à vos proches, une très belle et reposante fin d'année et on se retrouve en 2026. Pour ouvrir ces conseils de fin d'année, ces coups de cœur 2025, j'ai le plaisir d'être avec Luc Dérault. Bonjour. Bonjour. Alors Luc, vous êtes historien, enseignant et podcasteur. On en est au combienième numéro des Chemins d'Histoire ? On est au 237e. Voilà, alors on a toute une belle collection d'entretiens. On avait collaboré ensemble pour un ou deux d'entre eux à écouter sur votre chaîne en ligne. Et vous recevez comme moi plein de gens très variés. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir votre lecture des choses. Alors, en histoire antique, il y a un livre, on triche un peu, il date de 2024, mais il y a un livre qui vous a marqué, c'est cette histoire de l'Europe collective aux éditions Passé Composé. Et ce premier tome avec ce point d'interrogation, la naissance de l'Europe, point d'interrogation dirigé par Violaine Sébiat-Cuchet, dont vous vouliez dire un mot. Oui, alors le premier tome est paru effectivement en 2024. Alors l'histoire de l'Europe, c'est dirigé globalement par Benjamin de Ruel. Alors depuis le Canada, ça me semble intéressant aussi parce que c'est un point de vue, voilà. Le tome 2 vient de paraître qui concerne le Moyen-Âge et le tome 1er est paru l'année dernière, en septembre 2024. Et il est dirigé par Violaine Sébiat-Cuchet avec Anka Dan, Jean-Paul Demoule, Antoine Pietrobelli et Lucia Rossi. Et ça m'a semblé vraiment intéressant. Donc moi, je les avais reçus aussi pour mon podcast parce que c'est une réflexion qui dialogue vraiment entre l'Antiquité et le moment contemporain. Il y a vraiment, et c'est installé dans le livre, ce dialogue entre l'époque antique et l'époque contemporaine. Et ça m'a semblé très précieux, quoi. Voilà, c'est-à-dire vraiment aller essayer de comprendre l'histoire de l'Europe sur la longue durée. Ça, c'est le projet de toute la série. Et revenir dans les profondeurs du temps. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à un préhistorien. Enfin, Jean-Paul Demoule est là aussi. Enfin, voilà, donc on remonte à loin et on dialogue. Alors, ce qui m'a entre aujourd'hui et hier, ce qui m'a semblé vraiment intéressant, c'est cet écart qui existe entre l'Europe que nous connaissons et celle de l'Antiquité. Donc, on ne va pas être dans vraiment le parcours chronologique classique. Il y a toute une réflexion qui s'appuie notamment sur les historiens, qui soulignent les échos de l'Antiquité aujourd'hui. Donc, on revient aussi notamment sur des vraies questions, sur des mythes un peu, Athènes comme berceau de la démocratie, enfin des choses comme ça qu'on déconstruit complètement. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est très réflexif, quoi. C'est pas du tout narratif. Le deuxième tome qui est paru là plus récemment, sur l'histoire de l'Europe aux temps médiévaux, pendant le temps de l'Occident chrétien, là, oui, c'est plus narratif, c'est plus classique. Là, c'est vraiment une espèce de jeu entre époque d'aujourd'hui et antiquité. Ça me semble vraiment très intéressant. Ça interroge les mythes, ça interroge toutes les valeurs qui nous construisent, etc. Et franchement, c'est bien fait, quoi. Moi, je conseille ce livre. C'est vraiment, puis c'est très bien illustré. Enfin, c'est agréable. On peut. Oui, c'est au format beau livre. Hein. Format beau livre, ouais, tout à fait, avec beaucoup d'illustrations. Enfin, franchement, c'est très bien pensé. C'est vrai que Passé Composé fait plein de choses intéressantes et ça fait partie du lot, quoi. Alors, on peut signaler au passage que Violaine Sébiat-Cuchet, on lui doit aussi un petit volume au PUF, Les Femmes d'Athènes, qui est en fait dans cette petite collection des PUF où il y a des biographies également. On peut signaler la biographie d'Alcibiade par Jean-Manuel Roubineau. Et ces Femmes d'Athènes au PUF, c'est vraiment un chouette livre à offrir ou à s'offrir, mais là, pour le coup, au format poche et rapide. Mais parce que ça permet de vraiment faire le point sur tous les renouvellements historiographiques depuis 30 ans maintenant, qui permettent de dire qu'à Athènes, il y a des citoyennes. Et pas seulement des femmes exclues, mais il y a des citoyennes. Et elle a été l'une des autrices qui a le plus montré ça. Oui, alors elle insiste aussi dans ce premier tome sur, évidemment, la citoyenneté au féminin, hein, c'est une de ses marottes, donc évidemment on le retrouvera là-dedans aussi. Hein. Et puis je vais signaler un autre conseil en histoire antique, alors là c'est un ouvrage que j'ai à peine eu le temps de feuilleter parce que je viens de le recevoir, mais j'aimerais bien faire une émission avec son auteur, c'est le livre de l'archéologue Michel Rédé sur la Gaule devant César, paru aux Belles Lettres, qui est un livre illustré également et qui permet de confronter le récit de la guerre des Gaules aux réalités archéologiques telles qu'elles sont faites maintenant, telles que les fouilles sont faites depuis plus d'un siècle, mais en particulier avec des fouilles récentes. Et je pense que c'est un livre qui intéressera toutes les personnes qui sont férues d'antiquité romaine et gauloise en particulier. Michel Rédé, c'est vraiment, j'ai reçu plusieurs fois dans mes chemins d'histoire, c'est quelqu'un de formidable. Ouais.
passionnant. Pour évoquer des coups de cœur de l'année 2025 en histoire médiévale, j'ai le plaisir de retrouver Marie Dejoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 en histoire médiévale, également collaboratrice du Monde des livres. Et vous avez fait une sélection de 6 ou 7 livres, en commençant par un livre assez étonnant sur des objets aussi assez étonnants, Une vie en boîte. Tout à fait. Alors j'ai fait une petite sélection par ordre chronologique de sortie, avec toujours la même idée de respect de la parité, puisque nous aurons 4 médiévistes féminines et 4 médiévistes masculins. Donc le premier, en effet, c'est Une vie en boîte, cellules de religieuses et maquettes de couvents 18e siècle, 21e siècle, sous la direction d'Isabelle Landona et Elisabeth Lucet. Alors ce n'est pas à proprement parler un livre de médiéval, étant donné l'objet. C'est un objet totalement singulier et fascinant, les boîtes de nonnes, qui sont en fait des modèles réduits de cellules faits pour et par les religieuses dans les ordres monastiques qui étaient véritablement ceux qui étaient le plus soumis à la clôture. Et la plupart des modèles conservés datent du 19e siècle, même si Elisabeth Landona et Isabelle Landona et Elisabeth Lucet en ont trouvé dès le 18e siècle. Alors, c'est des objets qui sont totalement fascinants, puisqu'en fait, les dernières sœurs à avoir fabriqué des boîtes de nonnes ont disparu il y a une vingtaine d'années. Donc maintenant, il s'agit véritablement de témoins de pratiques oubliées. Oui, c'est une archéologie, quoi. C'est ça, c'est une véritable enquête et collective, puisque en fait, elles ont rassemblé autour d'elles des historiens de l'art, mais aussi des restaurateurs, des conservateurs et des collectionneurs de boîtes de nonnes. Donc véritablement une approche extrêmement intéressante. Et puis véritablement des témoins de pratiques oubliées, parce que ce sont des pratiques éminemment féminines. Ce sont des religieuses qui miniaturisent leur environnement. Des fois, il y a de véritables prouesses techniques. Elles montrent quelques exemples de reproduction de la cellule monastique dans une coquille d'œuf, une coquille de noix, voire un coquillage. Ouais, c'est fascinant, c'est comme une mise en abîme de la claustration. C'est l'objet de clôture à l'intérieur de l'objet clos. Sauf erreur, ça fait partie du projet de recherche Enfermement. On avait reçu Isabelle Landona à ce micro pour parler du webdoc qu'ils avaient fait autour de Clairvaux. Voilà, et c'est vraiment très très intéressant de voir toutes les formes que prennent les réflexions et les productions sur l'enfermement. Exactement, donc c'est pas un livre de médiévistes, mais ce sont 2 médiévistes qui sont spécialistes de l'enfermement monastique et donc qui étaient sans doute les mieux placés pour repérer l'intérêt scientifique de ces objets totalement oubliés, qui étaient des sortes de cartes postales du couvent que les sœurs fabriquaient souvent au moment de leur prise de voile comme cadeau pour leur famille, pour combler leur absence d'une certaine manière, ou également pour déclencher des vocations envers leurs petites nièces, parce que ça restait aussi des petites maisons de poupées qui donc pouvaient susciter des vocations. Et autre dimension, ce sont véritablement des boîtes qui ont été faites avec 1000 petits riens, des éléments qui sont recyclés. Donc, elles promeuvent un mode de vie fondé sur l'humilité, l'économie, la privation, l'abstinence. C'est véritablement, comme tu le disais, une magnifique mise en abîme de la vie monastique. Alors on peut signaler au passage que Elisabeth Lucet était venue à ce micro parler du nom de la rose, parce que évidemment, comme spécialiste de l'enfermement monastique et des crimes commis dans les monastères, on pouvait difficilement inviter quelqu'un d'autre, donc vous pourrez retrouver ça sur le site du podcast ou sur sa chaîne YouTube. On part pour l'Italie de la Renaissance avec Serena Galasso, Le droit de compter, les livres de gestion et de mémoire des femmes, Florence, 15e, 16e siècle, publication de l'École française de Rome. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce livre ? Alors déjà, c'est vraiment la recherche en action, puisque c'est le manuscrit d'une thèse de doctorat qui a été remanié par Serena Galasso et qu'elle offre au public. Et j'ai adoré la manière dont elle commence l'ouvrage en disant que ça part d'une découverte dans les archives. Elle était immergée dans les papiers de la famille des Salviati à Pise, donc des masses et des masses documentaires. Et brutalement, elle trouve un type de source que l'historiographie ne la prépare pas à trouver. C'est un livre qui ne devrait pas exister. C'est un livret de contes tenu entre 1418 et 1422 par Dianora Petriboni, donc une épouse de la société nobiliaire de Pise. Et après les travaux de Christiane Clapich-Joubert notamment, qui a démontré que le patriarcat de la Florence renaissante avait une véritable particularité, c'était celui de ne laisser aucune place aux femmes dans la succession. Elles étaient même privées de la gestion de leur propre dot. Eh bien, normalement, les femmes florentines n'auraient pas dû avoir d'occasion de compter, ni de compétences pour le faire.
Et pour autant, avec patience et minutie, Serena Galasso est parvenue à retrouver dans les archives florentines 200 livres de gestion féminine, donc preuve qu'il y a là véritablement un objet. On la sent regretter le fait qu'il s'agit essentiellement de patriciennes. Elle aurait bien aimé trouver des livres de... Ah là, c'est trop demandé. S'il faut trouver des femmes et des femmes populaires, là, au moins pour cette époque, c'est quand même très compliqué. Le fait qu'elle se pose la question est extrêmement intéressant. Et donc, elle montre véritablement que ces femmes avaient non seulement un droit de compter, mais qu'elles avaient de solides aptitudes pour le faire. Elle tente une hypothèse. Elle montre que le fait que, justement, les patriciens florentins n'envoient plus leurs fils à l'école de la BAC, à l'extérieur de la maison, mais emploient des précepteurs, eh bien, cela a également profité aux filles qui étaient dans la maison et qui ont pu acquérir, elles aussi, une culture comptable. Et puis, bien entendu, elle montre que derrière ces livres de gestion, il y a des circonstances bien particulières. Bien entendu, le veuvage, au moment où la femme récupère une forme d'autonomie. Mais elle montre aussi comment, au sein de la sphère domestique, ces femmes de la Renaissance disposaient de compétences et de budgets propres qui étaient liés souvent à l'économie domestique, mais qui avaient une importance. Par exemple, le linge de maison, l'habillement, qui était essentiel à la domination symbolique de leur clan. Donc on est loin de petites choses futiles liées à l'habillement. On est vraiment dans la centralité de la domination culturelle de ces familles-là. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'à mon sens, il représentait une forme de mue, en fait, du féminisme. Dans les années 70, au moment où Christiane Clapiche-Zoubert écrivait ses ouvrages sur le patriarcat florentin, on est dans une période de conquête des droits par les femmes. Donc, il y avait une véritable urgence à montrer à quel point les femmes avaient été dominées et contraintes à cette période-là. Et aujourd'hui, le féminisme a un tout petit peu plus évolué. On n'insiste plus sur l'agency, c'est-à-dire sur la marge de manœuvre qui peut être laissée aux dominés au sein d'un système de domination, dans une stratégie qui est celle de l'empowerment, c'est-à-dire montrer que les femmes ont quand même des capacités, même quand elles sont dominées. Donc je trouvais que c'était assez beau, d'autant plus que Christiane Clapiche-Zoubert nous a quittés récemment. Donc il y avait une forme d'héritage, d'héritage y compris dans la différence. Oui, le plus bel héritage intellectuel, c'est qu'une œuvre permette de rebondir, voire de contredire dans des nouveaux contextes avec des nouvelles questions, évidemment. Exactement. Et ça, c'est important. Alors, je signale aussi que Christiane Clapiche-Zoubert, j'avais eu le grand plaisir de faire un entretien avec elle en 2021. C'est l'épisode 174 du podcast. C'était sur son livre « Mariage à la Florentine », sur les stratégies matrimoniales de cette Italie du 15e, 14e siècle qu'elle connaissait si bien. Au passage, le livre de Serena Galasso, on peut le mettre sous le sapin. On peut aussi le consulter en ligne. Il est sur Open Edition. Donc voilà, on pourra aussi avoir accès directement sur un ordinateur. Alors, de l'Italie du 15e, on va passer à quelque chose de beaucoup plus vaste, qui est la vaste question, la large question du faux médiéval, avec un livre qui a été un livre marquant dans le domaine, le livre de Paul Bertrand aux éditions du Seuil, Forger le faux. Voilà, c'était peut-être un des livres événements de 2025, et à juste titre. Il partait d'un parallèle qu'avait fait Paul Bertrand en 2019 à l'université de Princeton, sous le premier mandat de Donald Trump, dans lequel, comme c'est le cas du mandat actuel, on est carrément passé du côté du mensonge assumé. Alors, on n'est plus vraiment dans la contre-vérité, on est véritablement dans le règne de la fake news. Et donc, l'idée de Paul Bertrand dans la communication qu'il avait alors donnée à Princeton, c'était de comparer ce siècle de diffusion des fake news dans lequel nous étions en train de nous inscrire et une première épidémie de faux qui avait surgi en Occident au XIIe siècle. Et donc, bien entendu, Paul Bertrand, c'est le grand spécialiste de la révolution documentaire, ce que les médiévistes ont appelé révolution de l'écrit, c'est-à-dire une explosion de la production scripturaire, de sa conservation entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et pour lui, cette épidémie de faux du XIIe siècle, elle est liée justement à cette redécouverte par les médiévaux du pouvoir de l'écrit, à tel point que on le conserve plus, il fait plus autorité, et donc on enregistre aussi davantage de fausses déclarations, de fausses prétentions, parce qu'on pense que l'écrit est un bon véhicule justement d'autorité. Et puis c'est toute une histoire en fait que nous raconte Paul Bertrand dans un livre qui prend une forme un peu surprenante, celle d'un triptyque. C'est assez beau, il explique comment est-ce qu'il a conçu 3 panneaux avec
avec des ferrures, des reliures entre les bouts du panneau qui sont des moments entre des études de cas, des moments de conclusion forte. Donc une des ferrures par lesquelles on passe, c'est le tournant du pontificat d'Innocent III, qui était pape à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe, qui était un grand juriste et qui marque en quelque sorte la fin de l'innocence après ce XIIe siècle qui s'était ressaisi avec passion l'écrit, dans lequel on avait forgé beaucoup de faux. Paul Bertrand dit que le monde revêt de nouveaux habits bardés de ferrures juridiques. Mais c'est plus la blanche robe d'église, c'est les ferrures juridiques. Exactement, de la documentation qui désormais doit faire droit et preuve, si bien que les chancelleries laïques et ecclésiastiques vont se lancer dans une traque exponentielle de la chasse aux forgeries documentaires, avec toute une forme de tactique qui rappelle déjà presque les prémices de Mabillon et de la diplomatie, couleur des encres, couleur de la cire, type d'écriture, etc., jusqu'au XIVe siècle où là, le faux est tout bonnement devenu criminel. Il est assimilé au crime de lèse-majesté et les faussaires sont bouillis et brûlés. En tout cas, ils le sont beaucoup sur les peintures et dans la présentation, mais parfois aussi en vrai. Exactement. Donc, en fait, c'est un peu toute cette fresque que nous dépeint Paul Bertrand, avec derrière la question de la vérité, des régimes de vérité et du régime également de la fiction, où en fait, on voit un Moyen-Âge qui progressivement, justement, distingue une forme de vérité et de fiction. Par exemple, ça se voit très bien dans le cadre des procès de canonisation, où au début, la vie des saints est relativement fictive, quand on voit ça du haut Moyen-Âge et encore du début du Moyen-Âge central, on est là pour que le saint se conforme à des modèles. Et puis progressivement, on mène des véritables procès de canonisation. Donc là, il y a des charges écrites qui doivent être produites. Donc les vitae, les vies de saints se transforment et deviennent au plus près finalement de la vie véritable de l'individu, puisque c'est ce qui permet de démontrer également la sainteté, et jusqu'aux reliques qui finissent par être bardées de petites bandelettes qui prouvent leur provenance et leur authenticité. Donc c'est une véritable mutation aussi des sociétés médiévales dans leur rapport à la fiction que nous montre Paul Bertrand dans cet ouvrage vraiment important. On peut rappeler aux Parisiens ou aux personnes qui sont dans le coin qu'il y a une exposition aux Archives nationales en ce moment sur le faux qui est très très intéressante à regarder, qui permet de voir à la fois des documents du Moyen-Âge et des documents prétendument du Moyen-Âge créés au 19e, par exemple par des généalogistes qui veulent se dire d'une grande famille noble et qui ont découpé des morceaux des morceaux de parchemin dans une vraie charte du 15e pour faire croire qu'ils viennent de cette famille. Voilà, c'est très très intéressant à regarder. On avait parlé aussi avec Nicolas Sarzeau qui a toute une réflexion sur le suaire comme objet qui témoigne aussi de l'intérêt pour la question du vrai et du faux. On voit que c'est une thématique qui est très importante. Alors, il y a un autre grand médiéviste qui a publié un livre qui est plus une synthèse qu'une enquête, mais une synthèse vraiment importante, c'est Didier Lett avec Enfants au Moyen-Âge. Peut-être on peut dire que Didier Lett, avec ce livre, c'est un petit peu le pionnier qui, en quelque sorte, couronne une œuvre avec une synthèse générale. Il avait été l'un des tout premiers, mais malgré tout, il a fait partie des gens qui ont défriché des questions liées à l'enfance. Et là, il livre un ouvrage plus général. Oui, c'est ça c'est vraiment pour ça qu'il faut avoir ce livre dans sa bibliothèque. C'est parce que c'est la synthèse qu'on attendait du grand spécialiste, en tout cas en France, de l'enfance et des enfants. En fait, cela part du fait que la victoire contre les thèses qui avaient été diffusées par le moderniste, qui n'était pas un modéviste, Philippe Ariès, ont eu le temps d'être totalement démontés par les médiévistes. Donc je rappelle que Philippe Ariès soutenait que les médiévaux n'avaient l'extrême mortalité infantile faisait que les médiévaux se refusaient toute forme d'affection, voire toute forme d'éducation pour leurs enfants. Oui, et ce qui cadre bien avec l'image générale du Moyen-Âge, où tout le monde était sale et pouilleux de toute façon, donc de toute façon un enfant de plus ou de moins, peu importe. Ça cadrait finalement avec l'image sombre, très diffusée par ailleurs. Exactement. Donc, dans cet ouvrage, Didier Lett rappelle bien en introduction comment est-ce que les médiévistes se sont battus contre ces préconceptions pour montrer qu'il y avait un véritable sentiment médiéval. Mais on arrive justement au moment de la synthèse, c'est-à-dire que Didier Lett, c'est aussi lui qui avait écrit ce livre fantastique, Viol d'enfants au Moyen-Âge. Donc, en fait, dans ce livre, il fait vraiment la part des choses entre le sentiment de l'enfance
et ce qu'il appelle les malheurs de l'enfance. Il ne les met pas du tout sous le boisseau. Et donc, on assiste en fait, le plan de l'ouvrage, c'est qu'on part de la conception de l'enfant jusqu'à sa formation, sa mise en apprentissage et finalement son entrée dans le monde adulte. Il consacre des pages fantastiques, par exemple, sur le désir d'enfant des médiévaux, à partir de nombreux exemples de couples infertiles malheureux dans la littérature qui montrent bien qu'on avait ce désir d'enfant, mais toujours dans cette image qui est une image véritable et donc nuancée. Il parle aussi des procédés d'interruption de grossesse qui peuvent donner lieu à des naissances d'enfants qui sont handicapés parce que la mère s'est frappée le ventre pour essayer de ne pas être enceinte. Donc c'est toujours c'est très mesuré. Il passe en revue les conseils de puériculture, donc ça c'est toujours un moment qui peut paraître assez amusant à nous autres contemporains, si on oublie que nous aussi nos conseils de puériculture varient parfois d'une année sur l'autre. Ça nous permet de nous rappeler qu'en matière de puériculture, il y a quand même des modes. Les médiévaux avaient les leurs, comme par exemple langer les enfants très serrés leur première année de vie, parce qu'on pensait que ça permettait au corps de se développer le mieux possible. Il passe également sur le thème du baptême, du choix du prénom de l'enfant, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux soins extrêmes apportés aux sépultures d'enfants, avec notamment ces sépultures d'enfants qui sont placées autour des églises, près des chenaux des églises, parce que ce sont les eaux de pluie qui passent par les chenaux qui purifient de l'église. Ce sont les eaux lustrales, donc une deuxième forme de baptême. Donc tout cela montre bien que les médiévaux avaient un soin extrême pour leurs enfants, y compris jusqu'à la mort, et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'éventuels déchets, comme pouvait l'écrire Ariès. Et puis ce qui est génial également avec cet ouvrage que j'ai adoré, c'est que Didier Lettre ne traite pas de l'enfance au sens général, mais des enfants. Et il montre bien dans ce livre comment il s'agit d'être pluriels qui, selon leur âge, leur genre, leur classe sociale, voire la place qu'ils occupent dans la fratrie, ne reçoivent ni les mêmes attentes, ni les mêmes soins. Il y a de belles pages sur la loi de déprogrammation des deuxièmes-nés quand l'aîné meurt, et que brutalement, dans les familles nobiliaires, c'est le deuxième qui doit prendre la succession de son frère. On le déprogramme entièrement. Bref, il y a véritablement ici une synthèse de haut niveau qui restitue à la parentalité médiévale sa tendresse, son attention, son affection, mais aussi ce qui fait d'elle une éducation médiévale, c'est le fait qu'elle est collective. Il donne un énorme importance à la parenté sociale, au rôle des parrains notamment. Elle est plurielle également, cette parentalité, et elle est éminemment spirituelle, puisqu'on voit que les parents sont soucieux du soin du corps de l'enfant, mais peut-être plus encore du soin de leurs âmes. Donc vraiment un très très bel ouvrage. On passe au 5e livre. Alors là, c'est l'un de mes grands relectures de l'année parce que je l'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de le lire et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense que c'est un sujet qui est loin d'être refermé. C'est le livre de Patrick Guéry, Comment la génétique réécrit l'histoire du Moyen-Âge. Parce que je pense que c'est des questions qui vont se poser à toutes les générations futures d'historiens. Cette question de l'intégration des sciences du vivant au sens large et de la génétique en particulier dans la façon dont on reconstruit les populations, les migrations, les identités, etc. C'est des sujets assez chauds et très actuels. Alors Patrick Guéry, c'est un très important médiéviste également. Comment il a abordé ça ? Eh ben, c'est en fait ce que je regrette dans cet ouvrage, c'est son titre. Comment la génétique réécrit l'histoire du Moyen Âge, en fait, parce que ça ne rend pas justice à la prudence de Patrick Guéry dans cet ouvrage. En fait, déjà, il ne s'agit pas du Moyen Âge, il ne s'agit que du au Moyen-Âge d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que justement, il se dit que sur cette période dont il est le spécialiste, dans laquelle beaucoup de sources écrites ont disparu, il se demande si la génétique pourrait se substituer ou en tout cas réparer des lacunes. Et puis aussi, il montre une prudence extrême vis-à-vis de ces sources. Il en fait véritablement, en fait, une source pour les historiens. C'est-à-dire qu'on a l'habitude pour les sources écrites de montrer leurs biais, une source hagiographique, donc les vitae de saints dont on parlait tout à l'heure, bien entendu, mettent en avant les qualités du saint et non pas ses défauts. Donc ça, on a l'habitude. Mais il livre des pages, il faut le reconnaître, qui sont extrêmement techniques parfois, pour véritablement rentrer dans la cuisine
de la génétique. Donc, il consacre des pages sur l'extraction, la contamination, les dégradations plus ou moins fortes de certains types d'ADN avec le temps, pour montrer qu'il s'agit là de limites qui, même avec les progrès retentissants qu'a connu la génétique ces 20 dernières années, sont des limites absolues. De même, il s'entoure de précautions. Il montre bien que toutes les études actuelles qui par exemple, prennent de l'ADN de contemporains pour reproduire des migrations qui se sont déroulées il y a plusieurs siècles de cela, et qui sont relativement fréquentes en fait parmi les généticiens, c'est véritablement problématique parce que ça part du principe que personne n'aurait bougé entre-temps, et le livre montre, d'après l'étude qui le sous-tend, que en fait c'est faux. Les populations sont tout le temps en train de bouger, de se métisser, de se mélanger, qu'il y a des transferts culturels dans tous les sens. Donc c'est véritablement un plaidoyer pour toutes les sources, y compris les sources écrites, et aussi un plaidoyer pour les sciences sociales, parce que ce livre a pu inquiéter un petit peu dans la communauté des historiens. Mais c'est pas une conversion de Guéry au tout génétique, c'est l'inverse. Pas du tout, c'est-à-dire qu'il montre que la génétique montre des éléments qu'il va falloir ensuite pouvoir expliquer à l'aide des sciences sociales. Par exemple, quand il montre que les populations avares pratiquaient le lévirat, c'est-à-dire le fait qu'on remariait l'épouse en cas de veuvage avec le frère de l'époux. Bon, la génétique le montre, mais ensuite, c'est aux sciences sociales de pouvoir expliquer anthropologiquement ce que ça signifie. Ça ne va pas non plus si loin que ça. Il faut peut-être souligner pourquoi c'est important quand même, parce qu'il y a toute une fraction, il y a toute une série de groupes politiques, on va le dire comme ça, qui aujourd'hui fantasment un Moyen-Âge, qui serait un Moyen-Âge blanc, blond, aux yeux bleus, et du coup, dans lequel on se projette, et la génétique pourrait être un argument pour dire ça. Regardez à telle époque, l'ADN prouve qu'on est à 99% non métissé, et c'était mieux avant. Je caricature à peine, parce que je pense qu'il y a vraiment des usages comme ça qui sont prêts à l'emploi en quelque sorte chez certaines personnes. Et donc c'est important évidemment de faire de l'histoire, c'est-à-dire de montrer que ces simplifications en général n'ont pas lieu d'être et que même les outils génétiques demandent à être intégrés dans des raisonnements qui sont beaucoup plus conséquents. Oui, qui sont des réflexions de sciences sociales. Et puis ce qu'il montre bien aussi, c'est que finalement la génétique ne peut répondre finalement qu'à très peu de problématiques. La problématique des migrations, par exemple, et des mobilités, c'est une problématique qui est essentielle, mais ça n'est pas toute la problématique de l'histoire et des sciences sociales. Il y en a bien d'autres. Et donc, il expose dans cet ouvrage les résultats de l'une des plus vastes enquêtes menées à partir de l'ADN ancien dans des sépultures fouillées dans le bassin des Carpates. Et si l'équipe pluridisciplinaire qu'il a intégrée a choisi cette zone, c'était parce que justement, c'était la frontière orientale de l'Empire romain, qu'elle a été colonisée par des colons romains. D'ailleurs, il montre bien que ces colons romains, ils sont à l'image de la melting pot de Rome, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent venir de Grèce, mais il y en a qui viennent aussi du Proche-Orient. Donc, il faut pas imaginer le Romain en toge italien. En fait, vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est déjà du melting pot, cet empire romain qui peut être fantasmé, qui a pu être fantasmé, par exemple, la période de Mussolini. Hein. Et donc, cette zone frontière, elle devient une voie de passage vers le cœur de cet empire romain, l'Italie, pour les Huns, les Lombards, les Avars, les Slaves. Et donc, il remet les choses à sa place en montrant que il n'y a pas de grandes invasions. Par exemple, des Huns, les Huns préfèrent gouverner cet espace, le dominer à distance. Et surtout, ce qu'il montre de manière, je trouve, le plus pertinent, c'est que toutes ces populations se métissent. Et toutes ces populations échangent des pratiques culturelles. Donc, quand il n'y a pas véritablement de grand remplacement, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure sur cet ouvrage, c'est que justement, face à ce genre de théorie complotiste, un usage par des chercheurs en sciences sociales de la génétique est nécessaire. On ne peut pas l'abandonner justement aux idéologues. Il rappelle bien en fait comment est-ce que les recherches des archéologues allemands dans les années 20 ont été totalement détournées par le régime nazi pour montrer une prétendue supériorité de la race aryenne qui aurait donc mené des grandes invasions vers l'Occident qui étaient justifiées au nom de l'espace déjà vital pour ces peuples-là. Donc vraiment une lecture qui est ardue parfois, parce que vraiment Patrick Guéry rentre dans les détails techniques de la génétique, mais qui est vraiment importante.
Pour terminer, ou presque terminer, on va avoir quelque chose qui est plus au format beau livre et pour se faire plaisir pour les fêtes de fin d'année. C'est le livre de Bart Van Loo, Le Tour de la Grande Bourgogne, paru chez Flammarion, sur les traces des téméraires. Bart Van Loo, c'est quelqu'un qui est très célèbre dans son pays, un peu moins en France, mais qui mérite d'être lu. Oui, alors c'est pas un universitaire, on peut même pas dire à proprement parler que c'est un médiéviste, c'est un écrivain belge qui a par exemple fait paraître il y a quelques années un Napoléon. L'ouvrage en fait qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Les Téméraires, qui était un ouvrage qui était paru en 2019 en flamand, traduit en 2020 chez Flammarion, qui s'est tout de même écoulé à 800 000 exemplaires. Donc on est vraiment sur un vrai succès de librairie. Et qui était consacré au duc de Bourgogne et qui racontait la saga des ducs de Bourgogne, pas pour magnifier les ducs de Bourgogne, hein, mais plutôt pour montrer que ces ducs de Bourgogne étaient à l'origine, puisqu'en fait les ducs de Bourgogne, par le mariage de Philippe le Hardi avec Marguerite de Flandre, on a un duché qui est bifide entre les terres de Bourgogne et la Flandre, et donc que c'est d'une certaine manière une première expérience de fédéralisme, d'après Bart Van Loo. C'est ce qui donne naissance au plat pays et ce qui, d'une certaine manière, préfigure l'Europe. Cette principauté qui est écartée entre ces pays de part de ça et pays de part de là, comme on disait, au Moyen-Âge. Et le style de Bart Van Loo, c'est un style qui est alerte, qui est vif, et en même temps on voit qu'il mobilise l'historiographie la plus récente en médiéval. Ça fait véritablement regretter aux Français d'avoir Laurent Deutsch et Stéphane Bern, quand on pourrait avoir un Bart Van Loo pour vulgariser de cette manière-là l'histoire de France. Et donc le Tour de la Grande Bourgogne, c'est un livre qui part d'une véritable quête, hein. Il a chaussé une paire de baskets pendant 1 mois et demi et il s'est mis en tête de repasser par tous les endroits par lesquels les ducs de Bourgogne étaient passés pendant le siècle de leur domination dans les 2 espaces. Donc il reproduit des itinéraires célèbres, par exemple l'itinéraire du mariage, justement de Philippe le Hardi et de Marguerite de Flandre, l'itinéraire de Charles le Téméraire qui meurt devant Nancy, par exemple, donc qui repasse par ces endroits-là. Et systématiquement, c'est le prétexte à brosser le portrait de certaines princesses, à donner un cahier d'une iconographie folle, en fait, avec énormément de reproductions d'œuvres de l'époque. Donc, en fait, ça permet, si on se coule dans ses pas, c'est une sorte de guide touristique XXL. Très bien ça illustré. Permet, très bien illustré, de visiter et la Belgique et la Bourgogne au sens très large, hein, aussi la Nièvre, en suivant les traces qui restent des ducs de Bourgogne. Donc c'est vraiment un superbe catalogue, un superbe gâteau de Noël, un cadeau de Noël. C'est un superbe cadeau de Noël et ça donne envie de visiter. C'est-à-dire que moi, je suis allée récemment à Dijon et par exemple, pour le palais des Ducs de Dijon, il montre en fait comment est-ce que la façade qui a été érigée sous le règne de Louis XIV devant le palais des comtes des Ducs de Bourgogne. Et c'est la France qui se met devant la Bourgogne. Et que si on veut se rappeler de ce qu'était cette Bourgogne ducale, il faut aller derrière, passer derrière pour enfin voir apparaître le palais des ducs de Bourgogne. Donc il y a toute cette idée aussi que ces ducs de Bourgogne, l'historiographie française a compté en fait de l'époque moderne, de Louis XIV et plus encore au XIXe siècle, a eu tendance à faire véritablement des ducs de Bourgogne des perdants, mais des perdants naturels, c'est-à-dire qu'ils s'opposaient à la centralisation de l'État français. Et il le montre en acte dans certains bâtiments par lesquels il passe. Bref, c'est une invitation au voyage. On en profite pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui nous écoutent dans les anciens territoires bourguignons, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur des actuelles frontières françaises. Et peut-être redire aussi qu'on avait fait une émission avec Jean-Baptiste Santamaria sur la mort de Charles de Téméraire, qui était un ouvrage de 2023 très très intéressant sur l'un de ces ducs de Bourgogne qui avait connu cet échec précisément. Et que Bart Van Loo cite et utilise, donc preuve que, comme je le disais tout à l'heure, il lit les universitaires et il en fait autre chose et ça fait aussi du bien.
Ah, ça c'est super. Alors, peut-être une mention spéciale pour un livre paru aux presses universitaires de Rennes, le livre d'Amici Pellissier du Rosas. Voilà, alors là, on va être dans un coup de cœur très très personnel, puisque je suis spécialiste de Saint-Louis. Alors nécessairement, la thèse d'Amici Pellissier du Rosas, soutenue en 2020 et parue récemment aux presses universitaires de Rennes, j'avais envie d'en parler. J'avais envie d'en parler notamment parce qu'elle revisite le célèbre traité de Paris de 1259 qui scelle la paix entre Saint-Louis et Henri III, et dont on a fait en fait une forme de document maudit. C'est celui qui aboutit ensuite à la guerre de 100 ans, puisque dans ce traité, le roi d'Angleterre doit se reconnaître le vassal du roi de France sur les territoires aquitains. Et donc, elle montre en fait comment est-ce que c'est une véritable leçon d'histoire, comment en ne voyant de ce traité que ses conséquences sur le long terme, on a totalement oublié ce qu'il entendait faire au moment où il est intervenu. Donc elle réinsère ce traité de Paris plus largement dans une longue succession de trêves depuis les annexions de la Normandie par Philippe Auguste et des territoires plantagenets du côté français. Ça vient couronner toute une série de trêves. Et elle analyse pour la première fois les documents produits, ces documents diplomatiques qui ont été produits de part et d'autre de la Manche. Notamment, elle étudie toutes les versions du traité de Paris qui sont encore à notre disposition pour montrer comment est-ce que les ajouts, les ratures, les reprises montrent le travail diplomatique en temps réel, en acte. C'est véritablement une paix qui est en train de se construire entre les deux pays, et elle le montre avec des outils qui sont vraiment des outils en fait de la diplomatique, de montrer, la diplomatique au sens de l'analyse des documents. Comment est-ce que la reprise même de la matérialité des documents permet de montrer leur but. Et donc, elle aboutit à la conclusion qu'il n'y avait pas du tout derrière un dessein secret de Louis IX qui aurait été de se faire reconnaître seigneur lige du royaume d'Angleterre, préfigurant la guerre de 100 ans. Non, il s'agissait véritablement d'une paix qui a été beaucoup critiquée par ses contemporains parce que le roi de France avait fait plus de concessions territoriales d'une certaine manière que nécessaire, parce que véritablement, c'était une paix qu'on voulait réussir. On voulait que ce soit une paix durable entre ces deux monarchies. Et elle montre aussi que derrière cette restitution, on retrouve ce que moi j'avais un petit peu montré dans ma thèse, qui était cet amour de Louis IX pour la restitution des biens mal acquis, au nom de sa conscience et au nom de la nécessité pour obtenir le salut, de restituer les biens qu'on aurait pu avoir mal acquis auprès de quelqu'un. Et là, en fait, c'est la traduction dans la diplomatie d'une théorie ecclésiale de l'époque, elle montre bien le poids des franciscains parmi justement ceux qui négocient de part et d'autre, côté anglais et côté français, cette paix. Donc j'ai trouvé que c'était un livre qui était déjà incroyablement bien écrit, mais surtout qui traduit en fait la prouesse diplomatique que représente le fait de faire la paix, d'apprendre à faire la paix. Et dans le contexte actuel de tractation plus ou moins malheureuse de paix entre l'Ukraine et la Russie avec l'intermédiation d'autres puissances, c'est un peu aussi un livre qui met du baume au cœur. Parfois, on parvient à faire la paix et on parvient à la faire plus durablement que ce qu'on a bien voulu le dire quand on a vu la guerre de 100 ans revenir ensuite. C'est une très belle conclusion. Je vais malgré tout me permettre d'ajouter un tout petit mot pour un livre en trichant un peu qui est paru en novembre 2024. Mais j'ai envie d'en parler parce que c'est la biographie d'Aliénor d'Aquitaine par Martin Aurèle. Et Martin Aurèle est un grand médiéviste qui est décédé au début de l'année 2025. Et Amici était justement une de ses doctorantes. Voilà, et je pense que c'est à la fois une très belle biographie, et d'ailleurs elle a été saluée par plein de prix, et puis c'est l'occasion de lire un médiéviste qui était vraiment quelqu'un à la fois de charmant comme personne et d'important intellectuellement. Exactement, et là on parlait de l'héritage de Christiane Clapy-Joubert tout à l'heure avec Serena Galasso. Ici on aura une des héritières de Martin Aurèle avec Amici Pellissier du Rosas, donc ça fait aussi du bien de penser au futur. Merci beaucoup Marie Deleu. Merci à vous. Pour parler de ces coups de cœur 2025 en histoire moderne, j'ai le plaisir d'être avec Julien Guinan, enseignant-chercheur à l'Université catholique de Lyon, avec qui on avait discuté dans le podcast Le fil de l'épée des guerres d'Italie dont il est spécialiste. Mais on est loin de l'Italie pour ce premier conseil, puisqu'on va parler du livre d'Antoine Lilti, qu'on a aussi reçu dans le podcast, qui porte sur les Tahitiens et l'Europe, l'illusion d'un monde commun. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ?
Alors, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est justement de mettre fin à un cliché que j'avais pour ma part, donc un cliché qui s'inscrit dans la suite du film que j'avais vu qui m'avait vraiment marqué, donc le film sur la révolte du Bounty, film de 1984 avec Anthony Hopkins et Mel Gibson, qui, plein de clichés, mettait en scène l'arrivée donc des Britanniques sur l'île de Tahiti, et qui, dans ce livre, quelques années auparavant, avec les expéditions de Cook et de Bougainville, nous permet de mettre fin à une approche qui verrait des Européens, oui, qui sont intéressés, mais confrontés à des populations qui seraient naïves et qui les accueilleraient les bras ouverts, euh, avec au contraire des acteurs qui, de part et d'autre, sont marqués par une rationalité, aussi bien dans leur comportement, dans leur engagement, et qui aussi à la fois d'un côté entre l'espoir de la rencontre, nous sommes là donc on revient au titre, à l'illusion d'un monde commun, espoir partagé des deux côtés, marqué par la curiosité, marqué par une envie d'aller découvrir de part et d'autre des savoirs. Donc là, par exemple, ce qui m'a profondément marqué, c'est euh, la découverte du Pacifique avec Tupaya et qui surprend justement les Cook et les membres de son expédition au moment justement où ceux-ci débarquent en Nouvelle-Zélande et où Tupaya sert de traducteur entre les Anglais et les Maoris, et après aussi le désintérêt progressif des Européens face aux nouveaux venants. En tout cas, un grand livre qui, euh, qui aborde une question qui, jusqu'à présent, était moins étudiée par rapport aux expéditions aussi bien tournées vers l'Amérique ou vers l'Asie. Oui, et puis un livre aussi, on peut le dire, qui est très, à la fois assez important, je pense, du point de vue de l'historiographie des Lumières et du rapport à l'autre des Lumières. C'est vraiment une belle réflexion là-dessus. Et qui est aussi très honnête historiographiquement, dans la mesure où il écrit toute cette histoire avec des sources européennes, il le cache pas, il fait ce qu'il peut faire avec, et il le fait très bien. Et on en ressort avec pas du tout une frustration sur, bah ouais, il y a que les Européens qui parlent, etc. Mais vraiment avec ce sentiment de, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire honnêtement pour restituer de manière équilibrée cette histoire avec le matériau qu'on a. Et je pense que ça, c'est quand même important. Alors, du coup, ce livre, il s'inscrit dans une démarche plus générale qui est voilà, la prise en compte de l'altérité. Et il se trouve qu'il y a un autre ouvrage qui a été traduit cette année, de Caroline Dodds-Pennock, qui envisage plus largement cette idée qu'il n'y a pas que les Européens qui sont allés dans des nouveaux mondes, il y a des gens de ces autres mondes qui sont venus en Europe. Oui, et elle aussi, donc elle qui enseigne à l'université de Sheffield, qui est spécialiste des populations aztèques et plus largement donc, de la rencontre entre Amérindiens et Européens, donc a utilisé surtout des sources européennes pour non pas se questionner sur l'arrivée des Européens en Amérique, mais l'inverse, c'est-à-dire la découverte du continent européen, donc le titre de l'ouvrage, donc l'Europe, ce continent sauvage, pour les Amérindiens, et nous livre euh, une étude plus massive. Nous n'en avons pas en tout cas là affaire à quelques individus qui traversent l'océan, mais plusieurs milliers d'individus, principalement donc des populations mises en esclavage. Elle cite par exemple les 3000 personnes qui, lors de la première décennie, au moment des expéditions de Christophe Colomb, donc, gagnent la péninsule ibérique. Puis après, des personnes qui, plus intéressées à des fins diplomatiques, à des fins de porter leur voix en justice, par exemple des fils de caciques qui prennent donc la mer pour aller jusqu'en Espagne ou en Angleterre. Et, euh, et ce fait met en évidence, et de ce fait met en évidence ce qu'elle appelle une troisième culture qui serait alors à la fois marquée par le syncrétisme entre l'approche et les cultures hispaniques et amérindiennes, mais, euh, mais surtout une appropriation des codes, des normes, des lois des Européens euh, pour essayer de mettre à profit, non, pour essayer, côté amérindien, de défendre en tout cas des droits liés à des propriétés, à des situations politiques, euh, et dans la durée. C'est-à-dire pas seulement dans le cas de la monarchie espagnole, mais aussi dans le cadre donc, de la colonisation britannique en Amérique du Nord. Et là, je pense particulièrement à certains individus qui même font le voyage plusieurs fois.
entre l'Amérique et l'Europe. Alors, par exemple, si on prend le cas du fils de Cortés, alors lui, donc le fils que Hernán Cortés avait eu avec la Malinche, donc qui traverse l'océan une première fois, mais petit, qui est élevé et qui grandit à la cour d'Espagne, qui regagne ensuite le continent américain et qui revient par la suite, en tout cas, l'a forcé, puisque les Européens se méfient en tout cas de ce qu'il peut représenter. Mais en tout cas, un ouvrage qui est un vrai ouvrage d'anthropologie historique, aussi bien entre Europe et Amérique. Alors c'est évidemment... pardon. Alors il n'y a pas de transition facile entre ce livre et le suivant, qui est peut-être un peu moins dans l'esprit de Noël, parce qu'il est question de guerre et de guerre avec des situations très douloureuses. C'est un livre aussi dont on a parlé avec son auteur dans le podcast Le fil de l'épée, Marion Trévisi, Suiveuse de guerre. C'est un livre très intéressant parce qu'il nous plonge dans l'univers féminin qui entoure les armées, à l'époque moderne et on va dire surtout période napoléonienne et révolutionnaire, mais aussi avec des aperçus sur ce qui se passe avant. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage ? Alors, ce qui m'a plu, c'est cette approche qui rejoint de loin mon approche des guerres d'Italie. Moi-même, dans le cadre des guerres d'Italie, j'avais du mal, en tout cas, à aborder la question de la présence féminine. Alors, d'ailleurs, si certains des auditeurs se rendent en Italie pendant les vacances, là, jusqu'encore début janvier, dans le château de la ville de Pavie, ils peuvent contempler les tapisseries qui représentent la bataille et où se trouvent représentées de nombreuses femmes. Habillées différemment, on peut penser donc à des épouses, à des prostituées, à des servantes, en tout cas tout un ensemble de personnes qui sont bien donc ces suiveuses de guerre, présentes dans les armées au moment de l'Ancien Régime et donc dans le livre de Marion Trévisi jusqu'à la période impériale, et qui ont donc une identité complexe qui aussi et qui mêle justement des parcours de vie qui voient ces personnes entre être en couple avec un soldat, être sous la protection d'un officier, être dans le service aussi d'un groupe de combattants. En tout cas, cette présence qui marque ces foules difficiles à cerner, difficiles à comprendre, qui sont abordées dans les sources de manière indirecte, que les officiers essayent de contrôler dans le temps et qui sont marquées aussi bien par des accommodements quotidiens, par une violence qui traverse les pages. Alors là, on peut prendre l'exemple assez lourd de l'île de Cabrera, où les soldats de l'armée du général Dupont ont été, en tout cas les survivants de cette armée, ont été massés de 1809 à 1814. Oui, ça c'est une histoire complètement dingue. L'histoire de l'île de Cabrera, c'est vraiment le truc le plus hallucinant qu'on puisse lire. Où ces femmes, jeunes femmes et plus âgées, donc passent entre les mains des soldats, des officiers, essayent de trouver leur place et de survivre surtout. Mais en tout cas, oui, ce n'est pas un livre qui est dans l'esprit de Noël, mais en tout cas, il marque l'étude du fait militaire pour la période moderne, et voire même qui peut laisser espérer d'autres études sur les périodes précédentes et plus proches de nous, de manière évidente. Alors, pour terminer, il y a un livre qui est plus classique dans la forme, c'est une biographie, la biographie d'Alexandre Farnèse par Olivier Poncet. Alexandre Farnèse, c'est un personnage évidemment issu de cette très illustre famille italienne, mais qui est un acteur plus large du monde européen de la Renaissance et du XVIe siècle. Oui, ce livre s'inscrit d'ailleurs dans une approche d'Olivier Poncet, qui est déjà une approche biographique, puisqu'en 2021, il avait livré une biographie sur le cardinal Mazarin, autre acteur, et là donc qui était abordé dans sa pratique et sa manière de l'art de gouverner. Et donc là, Alexandre Farnèse, alors pour le situer, il est petit-fils de Charles Quint, neveu de Philippe II, neveu de Don Juan d'Autriche, arrière-petit-fils du pape Jules III, donc quelqu'un qui, par ses liens familiaux, est vraiment inscrit dans cette société des cours princières européennes, et ici qui est abordé sous l'angle à la fois du prince et du capitaine, et qui nous permet d'aborder donc l'échiquier européen de cette seconde moitié du XVIe siècle, qui à la fois est confronté au conflit en Méditerranée entre Espagnols, pontificaux et ottomans, entre les guerres de religion qui secouent ici, alors guerre d'indépendance et guerre de religion qui secouent les Pays-Bas espagnols
et dans lequel il participe pleinement à partir de 1578 en tant que gouverneur des Pays-Bas pour le compte du roi Philippe II. Et d'ailleurs, ce prince italien, ce capitaine italien, ici s'inscrit dans l'évolution de la figure du condottiere. Il n'est plus, ce condottiere italien qui change de camp, mais lui s'inscrit pleinement dans une fidélité à un membre de sa famille, le roi d'Espagne, qu'il sert jusqu'à la fin. Il a participé à la bataille de Lépante. Là, il s'élève, en tout cas, Olivier Poncet le montre comme sachant et utilisant l'art de la poleur cétique au siège de Maastricht, surtout au siège d'Anvers, qui était en tout cas, qui a marqué sa carrière militaire. Ce n'est pas du tout une hagiographie, en tout cas du personnage. Ce n'est pas non plus un récit militaire, puisque l'ensemble du livre embrasse aussi bien les questions princières, les questions religieuses, mais bien un livre qui permet d'aborder toute la complexité du temps. Super, ça fait de belles lectures possibles. Évidemment, on ne prétend pas épuiser toute la production massive et passionnante en histoire moderne, mais il y a plein d'émissions aussi auxquelles on peut renvoyer. Oui, et je voulais terminer sur un livre qui est paru juste avant 2025 et qui suscite des discussions en histoire moderne. Ce sont les livres qui concernent la Saint-Barthélemy, puisque en 2021 était paru le livre de Tout ce qui tombe de Jérémie Foa. À la fin 2024 était paru Paris criminel de Denis Crouzet sur l'événement. Et là, un autre livre est annoncé chez Champvallon sur la même question, toujours écrit par Denis Crouzet. Donc nous avons affaire ici à une belle page d'historiographie qui est en train d'être écrite. Entre l'histoire des pratiques de violence d'un côté et l'histoire des idées et des sentiments et des émotions, et comment articuler les deux. Effectivement, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir aussi dans l'émission. Merci beaucoup Julien Guinan et très bonne fête. Merci à vous, bonne fête aussi. On retrouve Luc Dérault pour parler d'histoire moderne, pour parler aussi de Révolution française avec d'autres conseils. Oui, alors un livre que moi j'ai beaucoup aimé, alors c'est plutôt un livre d'histoire de l'art. C'est un livre de Jérémy Kering, qui est professeur d'histoire de l'art à l'université de Fribourg, donc en Suisse, et qui a publié chez Actes Sud une enquête sur les Ménines, Vélasquez et le regard du roi. Un ouvrage qui est préfacé par Tanguy Viel, l'écrivain Tanguy Viel, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a un côté très, très littéraire. Alors, les Ménines de Vélasquez, on connaît ce tableau, c'est un tableau formidable. On est plongé dans les années 1650 du XVIIe siècle, un tableau qu'on connaît, qui est conservé au Prado. Et donc, en fait, Jérémy Kering, il n'est pas du tout spécialiste de ça, mais il s'est attelé à une espèce de montagne comme ça. Dans son domaine, les Ménines, c'est évidemment une montagne. Il l'a fait. Et il le fait dans un livre qui repose beaucoup sur son expérience de regardeur. Et il nous décrit en fait la genèse de son rapport à l'œuvre depuis l'anniversaire de ses 17 ans, quand il a vu pour la première fois, se souvient-il en tout cas, la reproduction des Ménines. Et l'interrogation, parce qu'on se souvient, peut-être que les auditeurs, les auditrices s'en souviennent, que sur ce tableau, on voit un tableau dans le tableau, et un tableau dans le tableau qui occupe une place très importante. Vélasquez se représente lui-même, la cour, etc. Et puis, il y a bien sûr, à l'arrière-plan, le fameux miroir. Donc, Jérémy Kering nous raconte comment il est surpris par cette œuvre-là, comment il va la voir plusieurs fois, il y revient, etc. Il se décide enfin à écrire, il travaille avec ses étudiants de Fribourg et il écrit ce livre. Et le livre fonctionne, je ne vais pas tout dire pour nos auditeurs, nos auditrices, mais de manière très efficace. C'est vraiment, ça se lit chapitre par chapitre, il faut suivre les étapes du raisonnement. Il déconstruit les choses, il pose une série d'hypothèses, il travaille sur le miroir. Et il livre quelque chose, je ne dis pas forcément pour nos auditeurs, nos auditrices, mais il livre quelque chose de très probant sur la manière dont, en fait, Vélasquez, grâce à ce tableau, se met au service du roi Philippe IV, qu'il sert par le tableau, et la fonction du miroir, c'est aussi ça. Donc, et il explique comment il y a vraiment ce qu'il appelle ce frottement entre image et peinture dans ce
tableau et comment on travaille la question de la représentation. Il fait ça de manière très fine, de manière très subtile, dans une écriture qui est très très belle. Donc franchement, je conseille ce livre, c'est vraiment puissant et ça se lit très bien, c'est en format assez court. Et puis ça invite à partir au Prado, quoi. C'est magnifique, vraiment. Bah alors ça donne très très envie et d'aller au Prado et de lire le livre. L'autre ouvrage que vous avez sélectionné, c'est un livre de Thomas Dodman sur la Révolution française qui est paru au Seuil, qui s'appelle Les Volontaires, à partir d'un matériau archivistique documentaire tout à fait fascinant. Ouais, alors ce livre, c'est vraiment, moi, ça a été mon coup de cœur de la rentrée, si j'ose dire. C'est un livre vraiment magnifique. En fait, c'est l'histoire de 3 personnages de roman, comme dit Thomas Dodman. Elisabeth Louise Dufresne et ses 2 enfants adoptifs qui vont d'ailleurs plus tard se marier. Et en fait, effectivement, le livre de Thomas Dodman, qui est professeur et ça compte à Columbia University, donc a complètement connu tous ces remous là, et qui est traversé par ça et qui est aussi habité par tout son projet. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est qu'il a trouvé un matériau, des lettres qui concernent Gabriel, donc le fils adoptif, qui correspond, on a beaucoup de sa correspondance avec sa mère adoptive et puis avec sa sœur adoptive, future femme, et qui nous raconte la Révolution, qui nous raconte la guerre, la place de la guerre dans la Révolution, le rapport au corps. Enfin, c'est une histoire de la Révolution un peu différente de celle qu'on connaît, un petit peu au ras du sol, comme ça, dans cette correspondance. Ça, c'est le premier intérêt du livre. Et je dirais que le deuxième intérêt, c'est que dans sa recherche, Thomas Dodman, qui a une écriture très sensible, c'est lui, il anime aussi la revue Sensibilité, eh bien, Thomas Dodman a rencontré une autre historienne, une historienne qui avait fait une thèse à partir de cette correspondance, la correspondance qu'il étudie, qui était la correspondance familiale. Et en fait, Isabelle Roger-Noël, elle est décédée en 2012, et il la retrouve, et il raconte aussi cette quête-là, cette quête des sources qui passe par aussi la rencontre, mais post-mortem avec cette historienne, avec la famille de cette historienne. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se déploie, qui me semble très fort, et dans un livre qui a été pensé savamment parce que on voit dans le livre lui-même, publié chez Seuil, ils ont fait cet effort-là, des fragments d'archives, des reproductions d'archives qui ponctuent le texte. Donc vraiment, c'est un bel objet aussi, c'est très sensible, il y a une très belle écriture. Moi, j'étais vraiment conquis par cette manière de raconter autrement la Révolution. Merci beaucoup. Alors du coup, en histoire contemporaine, moi, je vais me permettre d'ajouter 2 petits conseils en plus, voilà, des quantités de livres dont on a parlé dans le podcast. Un conseil qui se prête mal justement à l'exercice radiophonique, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai pas proposé aux auteurs d'en parler, mais le livre est vraiment fascinant et l'expo à la contemporaine est fascinante. C'est couper, coller, imprimer le photomontage politique au XXe siècle aux éditions Namosa, parce que le photomontage a été un des grands outils, notamment dans l'entre-deux-guerres, avec John Heartfield, El Lissitzky, avec les grands artistes qui utilisaient le photomontage pour créer de l'image politique, de l'image de propagande, de l'image critique, etc. Donc c'est un livre chez Namosa qui est vraiment très intéressant visuellement, formellement. Et puis un livre, alors là aussi, Laurent Joly, on l'a reçu plusieurs fois à ce micro, mais c'est un livre majeur qu'il a dirigé, c'est l'histoire d'une dictature, dirigé par Laurent Joly, sur Vichy, qui est un point le plus récent, collectif, avec un bel usage des témoignages. Et donc, si vous vous intéressez à la Deuxième Guerre mondiale et origine de Vichy, c'est vraiment maintenant la référence incontournable. Un grand merci Luc Dérault pour ces conseils et ce passage au micro. Merci beaucoup André. Merci à toutes et tous et très belle fin d'année pleine de lecture et à l'année prochaine. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur 2 le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.